Vous êtes là, pardon. Oui, Oui, d'accord. oui. Bon, Oui, vous avez les noms. D'accord. Voilà. Monsieur Alain Carré. Alain Carré, d'accord. Hop là. Docteur Béard. Alors vous êtes à Brun-Béard, d'accord. Je sais pas que c'était des chaises. Ah mais non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est des chaises. Moi, je suis Ria Fouillard de la Coalition D'accord. internationale et belge. Et qui c'est qui me manque Non, Ah, pardon, Roland Nivet, vous que êtes- vous avez Ah, oui. aussi qui est sur la liste. Donc Roland Nivet, je Roland suis Nivet, oui. membre du bureau national du mouvement de la paix D'accord, et de la coordination nationale. d'accord, ok. Et comment vous allez aborder cette question un peu sensible, pour le moins, notamment dans le département du Cher aussi? Peut-être qu'il faut demander aux organisateurs, comment La question, C'est déjà Yannick. comment la question va se présenter dans le débat ce soir à partir du Cher. Vous allez partir de quoi, du Cher? Ou alors vous allez partir du général pour redescendre dans le département du Cher? Je crois que dans les faits, on va partir du général. D'accord, pour arriver dans le Cher, d'accord. Puisque on n'est pas libération, on est ensemble. Je comprends. Et en partant du général avec les différents aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect des vétérans de la guerre du Golfe, Oui. de Yougoslavie. Oui. Il y a le point de vue médical, c'est-à-dire le point de vue de la santé, présenté. Il y a Ce point de vue un peu aussi de la réalité, d'où on en est Oui, c'est la ça. France par Oui, rapport oui. à cette arme-là et les ambiguïtés justement du gouvernement par rapport à cette votre arme-là. collègue belge, vous voulez résumer votre... oui, pour moi, c'est très important d'être ici parce que la France est le seul pays Oui, je comprends qui aussi. produit Oui. des armes d'uranium appauvries. Et le Parlement européen a déjà adopté des résolutions qui demandent les États de travailler vers de bannir De les bannir, armes à d'accord. l'uranium. Et c'est important d'être ici à Bourges parce que il y avait des essais Oui, des armes à l'uranium qui peuvent poser des problèmes. La France n'est pas le seul pays, attendez-moi, il y a aussi, je crois qu'il y a Israël aussi. Non, non. En Europe, au niveau européen. Mais même en Europe, elle n'est pas vraiment le seul pays parce qu'il y a une entreprise française, c'est une entreprise franco-britannique. Britannique, oui, bien sûr. Donc, Ouais, d'accord. effectivement, le Royaume-Uni est aussi impliqué dans la d'accord. production des armes. D'accord. Pas tout seul. Mais c'est essentiellement les pays, les puissances nucléaires qui sont aussi sont concernés. producteurs d'armes. D'accord. Donc moi je voudrais resituer un petit peu la problématique des armes à uranium appauvri dans le cadre général de la politique française et des évolutions qu'on peut constater ces temps-ci au point de vue international qui placent la France en contradiction avec des évolutions qui sont un petit peu positives malgré tout. Par exemple après la conférence de révision du traité de non-prolifération nucléaire et sur d'autres champs aussi. Voilà. D'accord, d'accord. Et parler aussi des alternatives quand même, parce que, Oui, voilà, aussi, parce d'accord. que si on critique la politique de la France, il faut aussi qu'on propose des alternatives. Pour ma part, Oui. ce sont les cas concrets. Je suis le père d'un ancien casque bleu qui est décédé. C'est décidé, d'accord, oui. Tous les adhérents d'Avigolf, Oui, ce sont des Avigolf, cas ouais. concrets. D'accord. Votre fils, pardonnez-moi, est décédé des suites d'une... Il est décédé d'un lymphome non Hodgkinien qui, Oui. le docteur Abraham Béard l'a encore confirmé tout à l'heure, il y a une forte suspicion de contamination à l'UA. Et ce qui est étrange pour moi, le cas de mon fils, et ça c'est important pour d'autres, ils ont fait du nettoyage de terrain et tout, ça se comprenait. Pour mon fils, il était en Bosnie en 93. L'OTAN, officiellement, n'avait pas encore tiré à l'UA dans les Balkans. Il a utilisé des camions qui provenaient de la guerre du Golfe, que je pense étaient contaminés. Était contaminé, d'accord. J'ai une lettre du ministère qui me confirme qu'au retour du Golfe, ces véhicules ont été immédiatement réutilisés dans les Balkans sans aucune recherche de contamination et n'ont pas été donc décontaminés. Alors, la suspicion est encore plus grande quand on sait que j'ai apporté un prélèvement de ganglions lymphatiques de mon fils à des scientifiques italiens qui s'occupent de ce problème et qui ont trouvé les nanoparticules nocives.
D'accord. L'ingrédient que vous aurez apporté. Ça serait aussi dans le reportage. Est-ce que le gros problème de cette question d'uranium appauvri, en tout cas de l'utilisation d'armes, c'est qu'on finalement on n'a pas de preuves d'implication sur la santé au niveau des soldats? Il y a une espèce d'omerta. Enfin, non, c'est pas comment ça. se passe? C'est plus compliqué que ça. Si vous voulez, on a depuis longtemps des preuves sur la santé, mais pour les travailleurs qui sont exposés aux vapeurs d'uranium appauvri, en particulier pour fabriquer ce qu'on appelle le MOX, c'est-à-dire l'oxyde mixte uranium-plutonium, et dans lequel c'est l'uranium appauvri qui est mélangé avec du plutonium. Et ces travailleurs-là ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils développent, ils ont des accidents pulmonaires, c'est-à-dire c'est la respiration qui joue un rôle. D'accord, donc c'est l'inhalation. Ce qui est tout à fait différent, si vous voulez, du type de contamination traditionnelle par la boisson, les aliments. Donc là, l'inhalation est importante. Et ça a rencontré le problème des militaires, puisque comme l'uranium est pyrophore, on a bombardé, quand les Américains ont bombardé leurs propres chars, ils ont foutu le feu et le nuage, si vous voulez, a envoyé des particules tout autour. Mais fondamentalement et depuis longtemps, c'est les travailleurs exposés qui sont. C'est une maladie professionnelle qui s'est étendue, si vous voulez, aux militaires à cause de cette utilisation. Mais sinon, c'est quelque chose qui est connu, qui a une double toxicité qui est parfaitement calibrée, dans laquelle, si vous voulez, les études biologiques sont menées depuis longtemps et tout à fait à leur terme, et dans lequel, pour résumer les affaires, l'uranium il est toxique chimiquement parce que c'est un métal lourd, il est toxique parce qu'il a une très faible radioactivité, mais quand on l'a dans le poumon, on a la dose entière. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'accord, très bien. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Parce que alors, moi j'ai essayé de travailler un peu sur le sujet depuis que je suis en Berry notamment, mais c'est très difficile apparemment d'avoir des réponses concrètes. Où est-ce qu'on en est actuellement, et notamment avec le ministère de la Défense, puisque c'est quand même nous aussi qui sommes prêts. Ça dépend sur quoi. Oui. D'accord. Sur la France, elle considère que, les militaires considèrent qu'ils ont besoin de cette arme dans leur arsenal, donc ils la gardent, puisqu'on en avait produit un certain nombre par rapport, plus pour les chars, donc les chars Leclerc essentiellement. C'est essentiellement anti-char. C'est une arme essentiellement anti-char. Donc ceux de la génération précédente, ils ont aussi des projets de démantèlement de cette arme-là, mais comme pour un peu d'autres sujets, c'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'il n'y aura pas une interdiction au niveau international qui se mettra en place, les militaires voudront la garder dans leur dispositif, même s'ils disent qu'ils ne l'utilisent pas, et pour le moment c'est vrai qu'ils ne l'ont pas utilisé. Entre le terme moratoire et le terme élimination. Actuellement, de fait, et dans beaucoup de pays, il y a un moratoire. On n'en fabrique pas de nouveau. Mais les stocks sont toujours là et ils sont gérés. Ils sont entretenus et vérifiés. Par contre, si le Parlement de l'Union européenne est entendu, on pourrait passer du moratoire vers l'interdiction de stockage et la destruction des stocks. Et la destruction des stocks. Ce serait peut-être intéressant parce que notre amie de Belge revient des Nations Unies où elle a participé à une commission des Nations Unies justement sur le traité d'interdiction. Il y a quelques semaines, j'étais à New York pour lobby des Nations Unies parce qu'on avait présenté une nouvelle résolution dans laquelle on demande de la transparation par les États qui utilisent les armes dans des conflits et des guerres. On avait un rendez-vous avec le conseiller militaire de la France qui disait immédiatement pour nous il n'y a qu'un problème au plan de la santé des gens. Donc on va de nouveau utiliser ces armes électroniques. Lui, il considérait qu'il n'y avait pas du tout de problème. Pas de problème du tout. Et on va continuer à l'utiliser parce que pour nous, cette arme est très efficace pour détruire les chars. D'accord. Donc,